Dans un mois, c'est la Coupe du Monde, mais dans Blue Lock, elle a déjà commencé depuis un petit moment. En effet, après une victoire écrasante 4-0 face au Nigeria, le Japon, tout fraîchement sorti de la Neo Egoist League, va devoir s'affronter contre le colosse du football U20, la France. Et face à eux, va y avoir Loki, le fameux prodige que même Noël Noah, le meilleur joueur au monde, considère comme un rival. On y trouve aussi Charles et Hugo, parmi les 11 prodiges. Et forcément, face à la France avec à sa tête l'étoile montante du football mondial, bien on peut que s'attendre à un match compliqué et intense pour le Japon. Et pour n'importe quel lecteur, eh bien on pourrait voir ça comme une marche un peu trop haute. À la Kuroko Basket, est-ce que ça serait pas le temps pour nos égoïstes de se manger une petite claque qui les ferait redescendre après leur fulgurante ascension? C'est évidemment ce qu'on va voir maintenant. Alors que le monde entier est en ébullition pour ce choc entre le Japon et la France, Isagi retrouve enfin Loki, avec qui il s'était pris la tête après avoir vaincu le PXG durant la Neo Egoist League. You're awfully full of yourself for someone that just happened to be born fast. So be a man and admit that you lost. Charles, lui, est toujours aussi arrogant, mais les joueurs du Blue Lock ne semblent pas impressionnés. Et enfin, le match tant attendu commence. Le premier vrai défi du Japon. Est-ce que leurs progrès seront suffisants pour battre la meilleure nation du football mondial? Dès le coup d'envoi, Hugo, le numéro 9, prend le contrôle du jeu, et toute l'équipe de France se projette immédiatement vers l'avant. Hugo passe entre Rin et Isagi avec une facilité déconcertante et s'impose directement comme le véritable meneur de jeu. Blue Lock est déjà désorganisé, le jeu français va beaucoup trop vite. Charles réceptionne la balle grâce à un écran de Loki et inscrit le premier but du match sans même transpirer. 1-0 pour la France. Blue Lock ne peut qu'assister à cette attaque éclair, mais le Japon ne perd pas espoir. Isagi relance rapidement le jeu et combine avec Rin. Rin profite ensuite de la vitesse de Shigeri pour le lancer en profondeur. Shigeri centre vers Reo, qui dévie la tête pour Isagi. Mais l'offensive est stoppée net par Hugo. Et cette fois, il ne se contente pas de défendre, il rentre directement dans la tête d'Isagi. Selon lui, Isagi devrait abandonner son rêve de devenir numéro 1 et accepter la deuxième place. Isagi vacille et il perd le ballon. La possession redevient immédiatement française. Hugo cherche rapidement Loki en profondeur, mais Nico intercepte. Il relance vers Bashira, qui est obligé de décaler sur Shigiri, à cause du pressing de Camus, l'ailier français. Mais même Shigiri est mis en difficulté par Leiden. Petit à petit, tous les atouts du Japon sont neutralisés par le collectif français. Blue Lock n'arrive plus à développer son jeu. Le ballon revient alors sur Rin, en un contre un face à Loki. Et contre toute attente, Loki se fait éliminer. La frappe de Rin frôle les cages de Renoir après une légère déviation d'Hugo. Mais malgré cette occasion, Blue Lock reste totalement muselé. Et pendant ce temps, Hugo continue son travail psychologique sur Isagi. Selon lui, Blue Lock ne gagne ni grâce à son talent, ni grâce à sa tactique. Tout repose uniquement sur la chance qu'Isagi provoque autour de lui. Pour détruire Blue Lock, il suffit de rendre Isagi inoffensif. Après une longue phase de possession, Bashira tire un corner. Grâce à une superbe combinaison, le ballon revient sur Isagi. Mais immédiatement, Charles vient le presser. Son ego lui hurle de tirer. Le rationnel lui dit de passer vers Rin. Isagi frappe et échoue. À cet instant, Blue Lock comprend une chose terrible. Ils sont en train de perdre leur pièce maîtresse. Renoir dégage immédiatement sur Loki, lancé à pleine vitesse. Il dévore l'espace avant d'être stoppé in extremis par Karasu. Et Karasu comprend alors une chose, on ne peut plus compter sur Isagi. Il décide alors de devenir ce fameux numéro 2, celui qu'Isagi a refusé d'être. La France est surprise par ce changement brutal de stratégie. Karasu combine avec Kiori. Les deux pénètrent la défense grâce à un 1-2 parfaitement exécuté. Et alors que Karasu attire deux défenseurs sur lui, Iori profite de l'espace pour déclencher une frappe juste au-dessus de Karasu. 1-1 pour le Japon. Mais rien n'est réglé. Isagi est complètement dépassé par les événements. Et la stratégie de Karasu ne plaît pas du tout à Hugo. Le match devient alors un véritable terrain de guerre imprévisible. Le jeu reprend avec un 1-2 entre Hugo et Loki. Hugo remet sur Charles, tout en affirmant que sa vision du football est celle qui mène à la victoire. Puis, il reprend immédiatement la maîtrise du jeu. Charles et Loki multiplient les appels, créant une ouverture parfaite. Hugo déclenche alors une frappe surpuissante, 2-1 pour la France. Et quelle déclaration d'autorité. Le coup de sifflet retentit, fin de la première période. Dans le vestiaire, les joueurs échangent sur la tournure inquiétante du match, mais tout se calme avec l'arrivée d'Ego. Et cette fois, Ego prend une décision radicale. Il abandonne totalement la stratégie centrée autour d'Isagi et fait entrer Shidou et Baru. Du côté français, aucun affolement. Rodin, l'entraîneur, rappelle simplement à ses joueurs qu'ils sont les meilleurs. De retour sur le terrain, Baru, Shidou, Kunigami sont prêts à semer le chaos. Hey, Charles, give me more line-breaking passes this half. If this ends without me scoring, the earth will be sad, right? It's okay, Loki. I doubt this match will end like this. It'll get messy. It seems Blue Lock has chosen bad destiny. Let's go! Every cell in my body buzzing. It's time to hunt. Drooling beasts are about to be tamed.
début de la seconde période. Karasu distribue sur Shido, qui remet discrètement sur Reo, avant de lancer Karasu en profondeur. Iori trouve ensuite Isagi, démarqué grâce à la feinte de Karasu. Loki ne parvient pas à couper la passe vers Baru, qui fonce vers les cages. Mais Hugo anticipe les dribbles de Baru et récupère la balle. Le jeu repart immédiatement sur Leinen, qui profite du déséquilibre créé par le Japon pour dévorer l'espace. Il centre vers Loki proche des cages, mais Konigami intercepte et dégage. Et immédiatement, Blue Lock repart en contre-attaque. Karasu réalise alors une passe totalement inattendue vers Shido, qui apparaît enfin dans le match, avant de remettre sur Iori pour attaquer la profondeur. Mais Loki lit l'action avant tout le monde et part immédiatement au duel sur Shido. Contre toute attente, c'est Baru qui surgit pour réceptionner la passe en profondeur de Karasu et marqué 2-2. Égalité parfaite entre le Japon et la France. Mais sur le banc français, Rodin est loin d'être satisfait. Pour lui, la France aurait déjà dû tuer le match. Il rappelle alors à Hugo et Loki une chose essentielle. Ils doivent gagner cette Coupe du Monde. Le jeu repart côté français avec Hugo toujours à la main, dans une stratégie ultra offensive. Hugo élimine 3 joueurs avant de transmettre à Loki et personne ne résiste à sa vitesse. 3-2 pour la France. Loki permet aux Français de reprendre immédiatement l'avantage. Otoya entre alors pour le Japon, ce qui isole encore plus Isagi et Rin du reste du jeu. Mais malgré tout, Isagi ne désespère pas. Il repense à tout ce qu'il a traversé, survivre au Blue Lock, battre le prodige allemand, devenir le joueur central du Bayern durant la Neo Egoist League. Le jeu repart entre Karasu, Iori et Otoya. Loki intercepte le tir d'Otoya et le ballon semble revenir vers Hugo. Mais Isagi traînait justement dans les parages. Il récupère le ballon face à Hugo en 1 contre 1. Il décide pourtant de faire la passe à Karasu. 2 minutes de temps additionnel, la dernière chance du Blue Lock. Karasu remet sur Isagi, qui développe alors un jeu à 4 avec Iori et Otoya. Iori se retrouve exactement dans la même situation que sur son but. Il peut tirer, mais cette hésitation, face au niveau de Loki, ne pardonne pas. Et au dernier moment, Isagi offre une solution de passe. Isagi se retrouve alors exactement dans la même position que lors de son but contre le Nigeria. Va-t-il remporter son duel de chance face à Hugo et sauver le Japon de la défaite? Seule la suite nous le dira. Maintenant qu'on s'est remis le match en tête, c'est le moment de l'analyser. Pourquoi est-ce que le duel France versus Japon est peut-être en train de détruire l'œuvre? Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais quand même parler un petit peu du positif, parce que mine de rien, il y en a. Et ça serait un petit peu de mauvaise foi que de faire un focus uniquement sur le négatif. Déjà, j'aimerais saluer l'énorme travail visuel de Kaneshiro et Nomura, qui nous proposent des masterclass semaine après semaine, sans même faire de réelles pauses. On a réellement un enchaînement de chapitres vraiment de qualité. Que ça soit les dessins ou encore les doubles pages, ou même la façon de mettre en scène les personnages, je trouve qu'en réalité, tout est très bien réalisé. T'as vraiment l'impression de vivre l'action, et ça, faut le dire, c'est réellement un point fort de Blue Lock. Tous les personnages sont en réalité ultra badass, et on ressent constamment l'enjeu durant l'entièreté du match. Et justement, parlons un petit peu de l'enjeu. Ce match, il est extrêmement important, puisque le Japon joue son 2e match de groupe, après avoir gagné largement contre le Nigeria. Le problème, c'est que après la France, va arriver l'Angleterre, qui est dans le même groupe que le Japon, et donc forcément, l'Angleterre, c'est à peu près du même calibre que la France. C'est probablement un peu moins fort, on n'a pas encore réellement le power ranking, mais on peut s'imaginer que l'Angleterre, ça reste une nation très solide. Donc pour sécuriser sa place en phase éliminatoire, Blue Lock doit absolument faire un résultat face à un de ces deux géants, que ce soit la France ou l'Angleterre. Et si possible, forcément, éviter la défaite. Parce que une défaite de la part du Japon face à la France, qui est globalement extrêmement possible au vu de la qualité de l'effectif français, qu'on verra un petit peu plus en détail plus tard, obligerait le Japon à obtenir les 3 points lors de leur confrontation face à l'Angleterre, sous peine de ne pas pouvoir accéder à la phase suivante. Et honnêtement, tout était réuni pour que Blue Lock passe 90 minutes en enfer. Parce qu'en face, il y a qui? Premièrement, il y a Loki, un joueur de classe mondiale qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui a été le coach du PSG durant la Neo Egoist League et qui est littéralement considéré comme le joueur principal de l'effectif du PSG, l'équipe 1, et considéré comme le rival de Noël Noah, le meilleur attaquant au monde. Et honnêtement, le voir dans une compétition U20, c'est déjà absurde au vu de la place qu'il occupe dans les équipes professionnelles. Mais bon, à la limite, on peut se dire qu'il a une dent contre Isagi et qu'il a violemment envie de le remettre à sa place après sa petite embrouille durant la Neo Egoist League, et aussi qu'il a peut-être envie de faire progresser Charles, et on va parler un petit peu de Charles justement. Charles, c'est un petit monstre de 15 ans qui donc joue une compétition U20 et qui est personnellement formé par Loki pour devenir entre guillemets une machine à passes décisives afin de faire de lui le meilleur attaquant au monde. Et à côté de ça, on nous introduit Hugo, un des membres des 11 prodiges, et qui est notamment le meneur de jeu d'Arsenal. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 éléments, il y a de quoi vraiment faire des étincelles avec une équipe comme celle-ci. Puis évidemment, l'ensemble de l'équipe de France est composé de joueurs cohérents qui font partie de l'élite à leur poste à un niveau U20. C'est donc une équipe vraiment complète, mais qui, avec la petite cerise sur le gâteau, contient littéralement 3 monstres.
Autrement dit, bien, malgré le niveau exceptionnel qu'affiche Blue Lock et après leur victoire incroyable face au Nigeria, on a tout laissé penser qu'ils allaient souffrir. Sauf qu'en réalité, c'est clairement pas ce qui se passe. Le Japon arrive clairement à tenir tête à la France et pire encore, des fois on a l'impression qu'ils sont capables de prendre l'avantage. Alors oui, on peut imaginer que la France, elle jouait tranquillement entre guillemets. Mais après le but de Barreau, ils ont ouvertement dit qu'ils allaient se concentrer et lock-in, devenir sérieux. Et au final, on l'a vu, ça n'a pas réellement changé le rapport de force. Parce que malgré ça, Isagi et Rin, ils arrivent quand même à avoir des occasions. Le rapport de force ne ressemble absolument pas à ce qu'on nous avait vendu. Le Japon est censé être inférieur, mais de ce qu'on a vu dans le match, la différence, elle est en réalité minuscule. Et forcément, c'est là que le problème y commence. La France, elle n'inspire jamais réellement la peur. Elle n'incarne jamais cette sensation d'équipe inaccessible ou encore de sommet ultime. Et forcément, c'est extrêmement décevant. Parce que si ce n'est pas eux, qui prendra ce rôle-là ? Narrativement, c'était le match parfait pour faire comprendre à Blue Lock et à Isagi qu'ils sont encore loin du sommet mondial. Blue Lock, à la base, c'est clairement un projet qui compose 11 attaquants de métier pour réinventer le football japonais. Et face à eux, on avait enfin une équipe équilibrée et structurée avec de l'élite à chaque poste. Donc selon moi, c'était le moment idéal pour faire exploser les limites du projet. Mais au final, t'as presque l'impression que Blue Lock est arrivé au sommet du football en réussissant à tenir tête à la France. Et pour la suite de l'œuvre, forcément je trouve ça dangereux. Parce que quand tu découvres enfin le haut de la montagne, donc la France, et que tu te rends compte qu'au final, les héros, ils sont déjà presque au sommet, ça casse un peu cette sensation de progression. Et maintenant, j'aimerais un petit peu parler du cas Hugo et Loki. Parce que pour moi, c'est vraiment là que le match il devient extrêmement étrange. La grande révélation du match, c'est Hugo. Et sur le papier, j'adore son concept. Sa philosophie est assez unique. Accepter sa place, ne pas bouleverser le destin, et se contenter de la deuxième place pour faire briller le numéro 1 qui, par le destin, était donc destiné à devenir le meilleur. Et donc devenir un joueur de l'ombre pour faire briller le numéro 1. Par ailleurs, il passe littéralement tout le match à harceler Isagi avec cette idée, et donc forcément au bout d'un moment, ça commence à rentrer dans la tête du lecteur un petit peu aussi. Le problème, c'est qu'Hugo il brille beaucoup trop pour quelqu'un qui est censé être un joueur de l'ombre. On ne voit littéralement quasiment que lui, et je suis limite à me demander s'il n'y a pas un seul chapitre où le frérot n'apparaît pas. Il fait des passes décisives, il marque, il crée le jeu, il crée les confrontations. Qu'est-ce qu'il ne fait pas au final? Et c'est clairement pas un joueur de l'ombre du coup, c'est littéralement la star du match. Donc je trouve que sa philosophie, elle devient limite incohérent avec ce qu'il dit et ce qu'on voit de lui. Et surtout, ça se fait au détriment de Loki. Alors que tout semblait préparer un énorme affrontement entre Isagi et Loki, on se retrouve à avoir un affrontement Isagi-Hugo. Et le problème, c'est que cette opposition-là, elle devient extrêmement répétitive et ennuyante. Parce que leur confrontation, elle revient à chaque fois, on en a vu plusieurs fois, et en fait, le discours d'Hugo n'évolue pas, c'est toujours le même. Ça parle beaucoup, ça brise un peu le rythme pour raconter toujours la même chose, et au final, c'est bon, on a compris au bout d'un moment. Et c'est là que je finis par me demander, est-ce que Loki avait vraiment sa place dans cette compétition? Est-ce qu'il aurait pas fait mieux d'allumer la télé tranquillement à Paris et regarder le match dans son canapé? Parce qu'en réalité, Loki c'est pas censé être du même niveau, c'est une autre dimension. Si tu fais jouer un monstre pareil dans un tournoi U20, il détruit absolument tout le monde. Le mec est censé rouler sur le terrain, claquer un triplé à chaque match et rentrer chez lui. Mais pour faire ça, encore faut-il assumer scénaristiquement sa présence. Et honnêtement, l'auteur il a plutôt décidé de faire un giga nerf sur Loki. On part d'un joueur qui inspire la peur et qui est censé représenter le fossé entre les joueurs amateurs, les U20 et le monde professionnel en club de haut niveau, alors qu'au final, il se retrouve à se faire pocket par Nico et Rin avec tout le respect que je leur dois. Et le pire, c'est que ce nerf, du coup, il se ressent extrêmement. Loki est quasiment invisible durant une bonne majorité du match, et le seul moment où il brille réellement, c'est grâce à une passe d'Hugo, ou bien lorsqu'il est dans le vestiaire. Zéro dribble marquant, zéro geste technique, ou encore zéro lecture de jeu. C'est à se demander si c'est pas devenu la caricature qu'Isagi a fait de lui durant la Neo Egoist League après leur embrouille, c'est-à-dire un mec qui n'a que ses jambes pour courir vite. Peut-être qu'il lui a jeté un sort, ça on sait pas. Et du coup pour moi, intégrer Loki dans ce tournoi-là, c'était une énorme erreur. Ou alors fallait assumer totalement ce que représentait un joueur de ce niveau-là. Parce que là le mangaka il veut nous dire que Loki c'est un joueur de niveau mondial, mais tout en le rendant assez gérable pour que ça soit visionnable avec une confrontation face au Japon. Et ça crée une énorme dissonance. Quant à Hugo, je trouve le personnage assez stylé mais extrêmement vide dans le fond au final. On a eu un petit flashback de lui avec Loki, mais au final,
ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors que c'était enfin l'occasion pour donner de la profondeur à son personnage. Parce qu'au final, Hugo il fonctionne surtout grâce à sa façade, son charisme, son aura, ses prises de parole, ses interventions. Mais derrière, je trouve qu'il manque énormément de substance à ce personnage. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il avait clairement un potentiel pour devenir un très bon antagoniste. Au final, le match il reste très plaisant à lire. Je vais pas vous mentir, j'ai passé un plutôt bon moment en lisant les scans. Les actions sont cool, les confrontations sont plutôt pas mal et l'enjeu est présent. Mais scénaristiquement, je trouve le match vraiment moyen. Si on devait résumer, c'est clairement choisir la simplicité. Et est-ce que ça serait pas ce que fait Bullock depuis le début? Au final, est-ce que la seule chose qu'on voudrait de Bullock, ce serait pas enfin qu'il prenne des risques, un parti pris, qui pourra certes décevoir ou plaire, mais enfin tenter de changer les choses, de bouleverser un petit peu une structure qui devient de plus en plus linéaire, boring et surtout pour le grand public au final. Donc personnellement, je trouve ça extrêmement inquiétant pour la suite parce qu'on commence à voir une équipe qui ne perd plus alors qu'elle affronte plus fort qu'elle. Et en même temps, ça fait longtemps qu'Inzaghi n'a plus subi de réelles défaites capables de réellement le briser mentalement et de remettre complètement en question son football et celui de Bullock. Or Bullock, ça a toujours été meilleur quand Inzaghi y touchait à ses limites et qu'il devait se reconstruire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces limites, elles disparaissent de plus en plus.